Bonjour à tous, bonjour Béatrice, bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci à tous de vous être connectés, de vous être rendus disponibles aujourd'hui pour que nous puissions aborder les nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes pour continuer à innover et à explorer ce qui est faisable dans le secteur du recrutement. Aujourd'hui, donc, je suis avec Bernard, directeur conseil chez I2O, ainsi qu'avec Béatrice Gagneux, DRH de la région Nouvelle-Aquitaine. Immense région, on en discutait, qui couvre une grande partie du territoire avec énormément d'enjeux. Et nous allons passer donc ces prochaines 40 minutes autour d'une problématique qui est celle, bien évidemment, du recrutement. Et nous allons voir comment il est possible de faire différemment et surtout comment le faire. Donc, je vous propose d'attendre une petite minute que les retardataires puissent se connecter et puis on embraye très rapidement. Je vous propose de débuter. OK pour vous, Bernard et Béatrice? Oui. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter des métiers de terrain et d'une méthode qui consiste à les recruter en 5 étapes. Mais en préambule, nous allons bien évidemment présenter nos entreprises respectives pour resituer, pour avoir du contexte. Dans un second temps, nous traiterons aussi de ce qui fonctionne tout de même, les méthodes traditionnelles, ce qui permet aujourd'hui de pourvoir un recrutement sur deux, ce que tu nous disais Bernard en préparation de ce webinaire, et puis ensuite nous embrayerons sur donc la méthode de recrutement CEISA, la façon dont ça fonctionne et les 5 clés qui permettent de la mettre en place pour ensuite finir sur les bénéfices et enfin vos questions. Bien évidemment, n'hésitez pas tout au long de notre échange à intervenir, à poser vos questions. Nous les prendrons et nous y répondrons soit en cours de route, soit en toute fin d'échange. Concernant donc les différents acteurs autour de la table, Patrice, je vous laisse introduire. Oui, alors Transdev, c'est un groupe français qui est multinational implanté un peu partout dans le monde. C'est un groupe français à la base. Donc, globalement, c'est 100 000 collaborateurs dans tout le monde. Et pour ce qui me concerne, donc moi, j'opère sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc, ça représente à peu près 3000 salariés en tout. On recrute essentiellement des conducteurs de bus et de cars. Donc, c'est 85% de nos recrutements. Donc, des métiers de terrain. Et avec des grosses problématiques de pénurie, puisque les conducteurs doivent avoir un permis spécifique pour conduire des bus et des cars. Donc, on a un gros contexte de pénurie lié à cette problématique de permis, mais également à une pyramide des âges qui vieillit et donc un turnover assez important. Bernard, à toi. Oui, merci Benjamin, merci Béatrice. Donc I2O, c'est une agence conseil en communication et marketing RH. Notre métier, depuis 17 ans maintenant, c'est d'accompagner nos clients dans leur stratégie de développement RH et d'acquisition de candidats et de fidélisation des collaborateurs par tous les moyens légaux à notre disposition. Donc on est présent en France, en Europe, c'est une 50aine de collaborateurs et on a aujourd'hui une place, un positionnement sur ce marché du recrutement et de l'achat prépondérante. En ce qui concerne CEISA, et merci beaucoup Bernard et Béatrice, CEISA existe depuis 14 ans maintenant. CEISA est spécialisé sur les technologies de recrutement à destination des métiers de terrain. Nous intervenons sur des problématiques de recrutement volumique. Nous avons plus de 400 clients aujourd'hui et nous sommes plus de 50 collaborateurs également. Vous avez ici quelques références et également des secteurs d'activité sur lesquels nous intervenons. Le transport, évidemment, on en parle aujourd'hui, la logistique, le retail, les services, l'industrie, en particulier l'agroalimentaire, le service à la personne, etc., etc. On rentre dans le vif du sujet? On est parti.
Concernant les méthodes traditionnelles, on le disait en introduction, aujourd'hui, un recrutement sur deux est réalisé via ces outils. Ce qu'on va appeler méthodes traditionnelles, ce sont les job boards, ce sont les agrégateurs, ce sont les sites carrières. Ces outils fonctionnent depuis un long moment maintenant, fonctionnent très bien, mais les défis auxquels les recruteurs font face sont tels qu'aujourd'hui, il faut commencer à explorer un petit peu le champ des possibles. Bernard, en termes de vue d'ensemble sur les différentes évolutions, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport justement au marché, aux tendances et à ce qu'il se passe? Oui, en fait, on vit deux phénomènes concomitants. Le premier, c'est un phénomène vraiment structurel qui est lié à la démographie. Le président en a parlé il n'y a pas longtemps. On a une population vieillissante avec une population active de moins en moins nombreuse. Par exemple, on sait qu'entre maintenant et 2035, on va avoir chaque année 800 000 personnes en France qui vont quitter le monde du travail, essentiellement pour cause de retraite. Et on va avoir seulement entre 600 et 650 000 nouveaux arrivants, jeunes dits, immigration choisie ou non choisie, peu importe. Donc, vous voyez qu'il y a un gap qui est quand même considérable et que 800 000 personnes par an pendant 10 ans qui s'en vont, ça fait 8 millions de postes à pourvoir. Et 650 000 qui arrivent, ça fait 6,5 millions qui sont pourvus. Donc, vous voyez qu'il y a un gap qui est quand même considérable. Et quelle que soit la conjoncture économique, on le voit bien, même si aujourd'hui l'économie en France ralentit, il y a toujours des difficultés de recrutement. Et cela, c'est lié donc à cet aspect démographique. L'autre phénomène, c'est notre rapport au travail. On a un rapport totalement dépassionné au travail. Et quand je dis on, ça concerne toutes les générations, pas seulement les plus jeunes d'entre nous. Le travail était, il y a 30, 40 ans, une fin en soi. Aujourd'hui, il est devenu un moyen. Donc, vous cumulez des difficultés démographiques avec des attentes vis-à-vis du monde du travail, donc des attentes vis-à-vis des employeurs, qui ont considérablement changé au cours des 2 dernières décennies, et vous arrivez à ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des difficultés à la fois de recrutement, d'attractivité, et des difficultés de fidélisation. Sur ce point-là, Béatrice, vous qui êtes sur le terrain, comment vous le vivez, comment vous expérimentez ces situations-là? Alors, les méthodes traditionnelles, nous, on continue à les utiliser et notamment, on est toujours en lien avec nos partenaires de l'emploi sur le territoire. Ça, c'est indispensable. Mais ça fait quelques années qu'on essaye de trouver d'autres méthodes de recrutement peut-être un peu plus originales, on va dire. Et notamment, donc, le recrutement via les réseaux sociaux va nous permettre de toucher des candidats que nous n'aurions jamais pu atteindre par les méthodes traditionnelles. Donc, je voudrais insister sur le fait que la méthode que nous allons exposer là, qui est celle de Seiza, est bien complémentaire aux méthodes traditionnelles. Elle ne la remplace pas. Et les deux combinés font que vous pouvez avoir un champ de candidature qui est beaucoup plus large. Et notamment, on le voit sur la présentation, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller toucher des personnes qui sont déjà en poste, donc des personnes qui ne sont pas forcément demandeurs d'emploi, qui ne vont pas forcément sur les job boards classiques et qui vont être touchées par notre campagne grâce à la connexion aux réseaux sociaux. C'est un point, effectivement, les méthodes traditionnelles, elles sont construites autour d'un candidat intentionniste, d'un candidat qui cherche du travail, d'un candidat qui va vers l'entreprise. Or, aujourd'hui, les usages sont en train de se modifier. On veut d'une part que ça aille vite, mais on veut surtout aussi limiter son implication dans un premier temps avant d'avoir quelques certitudes. Le point que vous évoquez, Béatrice, est particulièrement intéressant puisque les méthodes traditionnelles vont capter ces candidats intentionnistes et aujourd'hui, ils représentent 20% des candidats disponibles. Les réseaux vont ouvrir une fenêtre sur ces individus qui, aujourd'hui, ne sont pas en recherche active, ne vont pas vraiment se positionner sur une offre d'emploi, mais par contre sont ouverts aussi à de nouvelles possibilités, à de nouveaux challenges. Puisqu'on peut vouloir de meilleures conditions de travail, on peut vouloir se former sur un nouvel emploi, on peut vouloir explorer de nouvelles industries. Sur ce point-là et sur cette relation aux candidats intentionnistes et non intentionnistes, Bernard, toi qui accompagnes de nombreuses entreprises, qu'est-ce que tu constates? En fait, depuis la reprise d'activité à l'issue du Covid, on voit bien que les candidats ont changé aussi leur manière d'aller chercher, d'aller à la rencontre des entreprises. L'offre d'emploi reste
fondamentalement importante aujourd'hui, effectivement, mais on voit aussi que des plateformes, alors quand je dis plateformes, je veux dire les réseaux sociaux, mais aussi les sites emploi, font tout pour retenir leur audience. Et au sein d'un même endroit, vous allez avoir aussi bien de l'emploi que des conseils pour faire un CV, etc. Donc, on retient l'audience le plus longtemps possible. Et les candidats potentiels sont habitués à cela. Ils vont tout trouver au même endroit. Donc, ils vont aller chercher de l'information. Et ils vont aller chercher des informations de manière générale sur un seul et même endroit. Et ça arrange bien évidemment les plateformes qui font ainsi grossir leur audience et la maintiennent captive. Donc les candidats intentionnistes sont ceux qui effectivement activement vont aller chercher un emploi, et les autres, eh ben, en fait, on est tous non intentionnistes. Par contre, ça veut dire qu'on n'est pas activement en train de chercher un emploi. Par contre, on a l'écoute, on a une oreille attentive, on va dire, à une éventuelle opportunité. Et c'est là où il va falloir aller capter l'attention de ces candidats potentiels qui ne savent pas encore qu'ils peuvent devenir candidats, pour aller les chercher ailleurs que sur des sites emploi, ailleurs que sur des plateformes qui sont dédiées à l'emploi. Ça, dans vos constats également, Béatrice, vous faites face dans le transport à une pyramide des âges qui se retourne, hein, notamment beaucoup de départs à la retraite. Aujourd'hui, s'ouvrir aux candidats non intentionnistes, c'est quelque chose qui est obligatoire presque. Ah oui, c'est obligatoire. Alors d'autant qu'en plus, on a fait une étude, nous, dans le transport, plus de 60% des personnes qui nous rejoignent sont en reconversion professionnelle. Donc cette population-là, il faut vraiment qu'on la touche. Nous, on recrute beaucoup par la formation, c'est-à-dire qu'on finance le fameux permis de conduire dont je parlais tout à l'heure. Et donc l'autre élément aussi par rapport au recrutement par les réseaux sociaux vers les candidats non intentionnistes, c'est qu'on va les chercher vraiment à proximité de chez eux grâce à la géolocalisation. Donc ça peut être vraiment un argument supplémentaire vis-à-vis de candidats non intentionnistes, c'est je viens vous chercher près de chez vous et j'ai un emploi près de chez vous. Dans les métiers de terrain, c'est quand même hyper important pour nous. Les conséquences, alors bien évidemment, quand on parle du principe que les méthodes habituelles et traditionnelles complètent un recrutement sur deux, ça veut dire qu'elles fonctionnent. Mais aujourd'hui, de par la dynamique de marché, ça peut engendrer de l'érosion en termes de performance, avec une hausse des délais de recrutement parfois, une hausse des coûts, puisque toujours plus de concurrence sur une audience captive et qui est restreinte, hein, 20% d'individus vs 80% disponibles en non intentionniste. Donc, tous ces éléments peuvent mettre les stratégies de recrutement en difficulté, un petit peu à mal. Et donc, ça pousse aussi à aller voir ce qui se passe ailleurs en termes d'innovation. Pour les candidats, qu'est-ce que ça veut dire? Les méthodes traditionnelles, aujourd'hui, elles tendent à drastiquement s'améliorer, c'est une certitude, mais on a quand même cette logique de parcours de candidature qui parfois peut être un petit peu long, parfois peut être un peu complexe, avec une création de compte. Et les populations sont volatiles. Il y a un constat qu'on partageait avec Bernard, c'est que on est dans l'ère de l'immédiateté, on est dans l'ère de la rapidité. Et les méthodes traditionnelles, aujourd'hui, parfois peuvent poser quelques contraintes avec donc un CV obligatoire et une expérience candidat qui, au final, reste bonne, mais peut-être plus si alignée avec les volontés de ces candidats en devenir. Donc, sur ce point-là, bien évidemment, il faut nuancer le propos. Il faut reconnaître toutes les qualités des méthodes traditionnelles, mais il faut aussi voir les éléments sur lesquels il y a des choses à faire et surtout à faire différemment. C'est ce que nous allons voir par la suite. Peut-être un commentaire, Bernard et Béatrice, sur ce que vous avez expérimenté en termes de difficultés ou de constats également. Alors, je ne sais pas, ce qui est intéressant, c'est de regarder son parcours candidat dans son entreprise. Nous, on s'est rendu compte que le parcours candidat était vraiment long. Là, l'avantage, c'est qu'en quelques clics, on peut candidater. Et ensuite, bien entendu, nous, côté recruteur, on va dérouler tous nos process de recrutement classiques. Mais c'est vraiment agir sur le sourcing et que le sourcing et la candidature soient ultra rapide et facile. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ce dispositif plutôt que de passer par un job board où il faut rentrer un mot de passe, créer son profil. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Et c'est en ça que le volume de candidature est très intéressant et nous permet d'avoir un sourcing beaucoup plus large. Oui, et puis Benjamin, je voudrais rebondir sur une chose que tu as dit. En fait, on est tous habitués à avoir des réponses rapides. Ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. C'est-à-dire qu'on parle de parcours candidat. Il
Il faut savoir que les 3/4 des candidats qui postulent à une entreprise en ont une moins bonne image après y avoir postulé qu'avant. Donc, ça interroge quand même. Vous avez aujourd'hui, grosso modo, c'est 60 à 70% des candidats qui ne reçoivent jamais de réponse de la part des entreprises une fois qu'ils ont envoyé leur candidature. C'est assez prodigieux. Et puis, on est habitué à l'immédiateté aussi. C'est-à-dire que j'ai froid, je fais 3 clics sur mon téléphone, le lendemain, j'ai un pull qui est livré. J'ai faim, je fais 3 clics sur mon téléphone, en 30 minutes, j'ai un repas qui est arrivé en bas de ma maison. On est dans l'immédiateté. Alors, je dis pas que c'est un monde souhaitable, hein, je dis que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et en tant que candidat, on attend de la part de l'entreprise, de l'employeur, une même réactivité. Donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête. Et c'est vrai que pour cela, les réseaux sociaux permettent une immédiateté dans la prise de contact. Je crois qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet, puisque j'ai vu quelques commentaires pour savoir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'articuler autour de 5 points. Pourquoi ces 5 points? Puisqu'il faut séquencer et il faut surtout agir là où le candidat nous attend. Premièrement, il y a un point important, c'est les réseaux sociaux. On en a parlé, on va en parler plus en détail, mais aujourd'hui, c'est un vivier qui est peu exploité, avec énormément d'individus disponibles. C'est vraiment une fenêtre sur la connexion avec l'individu qui est vraiment importante. Deuxième point, c'est que aujourd'hui, recruter, ce n'est pas une mince affaire puisqu'il faut générer des volumétries de candidatures qui sont conséquentes pour répondre à des besoins qui sont eux-mêmes conséquents. Et ce que nous constatons, c'est que les directions des ressources humaines doivent souvent faire plus avec à minima autant, voire moins. Donc, il est important aujourd'hui de déterminer une nouvelle façon de sélectionner les candidats. Ensuite, la technologie et l'impact de cette technologie. Il faut savoir aujourd'hui s'accompagner des outils technologiques qui vont pouvoir augmenter la capacité du recruteur. Et attention, l'enjeu n'est pas de remplacer le recruteur, il est vraiment de l'augmenter. Et ça, on va revenir dessus un peu plus longuement. Et enfin, on en parlait en termes d'usage, s'adapter aux candidats. Et les moyens de communication, aujourd'hui, on a l'email en tête, mais ce n'est pas le seul, et surtout, ce n'est pas celui qui est plébiscité par les candidats des métiers de terrain. Et enfin, ici, c'est un lieu commun, mais le pilotage de l'activité de recrutement avec des indicateurs tout au long du parcours pour comprendre et pour décider, pour prendre des décisions qui vont permettre d'orienter les actions au bon endroit. Si on bascule sur le premier point, les réseaux sociaux. Vous en avez une sélection ici qui sont les plus importants en France. 50 millions d'utilisateurs chaque jour en France. On a tous pu observer ça à un moment donné. On est tous consommateurs de contenu sur les différents réseaux. On y passe plus ou moins de temps, mais en moyenne, c'est 1h48. Vous voyez parmi les différents réseaux, Facebook, 40 millions d'utilisateurs. Instagram, 26 millions, TikTok, 22 millions. Et TikTok, on dit souvent que c'est pour les jeunes, mais TikTok, ça fait bientôt 8 ans que ça existe et les audiences vieillissent. Les audiences aujourd'hui vont avoir entre 25 et 35 ans. Vous observez également YouTube. Alors YouTube, en quoi est-ce un réseau social? Tout simplement puisqu'il y a des communautés sur YouTube, il y a des influenceurs, il y a des individus qui créent du contenu et qui sont suivis par des millions de personnes. Et donc, c'est un vecteur aujourd'hui de transmission d'informations, de contenu qui est extrêmement efficace. En bref, il y a énormément de réseaux, beaucoup de choses à faire et énormément d'individus à les capter. Sur ces éléments-là, Bernard, comment tu positionnes les réseaux vis-à-vis de l'emploi? Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus une porosité. En fait, c'est vrai que quand on parle aux réseaux sociaux et recrutement, on a un peu le réflexe LinkedIn par excellence. En revanche, on voit bien que, on l'a vu récemment, vous avez des influenceurs médias, fashion, ce que vous voulez, ou fitness, qui ont mis leur profil sur LinkedIn depuis peu. Des gens qui ont des communautés de 500 à 3 millions, 15 millions d'abonnés sur Instagram ou sur YouTube qui viennent sur LinkedIn. Et à l'inverse, vous avez de plus en plus de gens qui vont de LinkedIn vers ces autres réseaux sociaux-là pour parler d'emploi. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, l'emploi reste une des thématiques les plus
utilisés, les plus regardés, quasiment à égalité, on va dire, avec le fitness, la mode ou l'art culinaire. Donc, c'est vraiment à avoir en tête. Donc, ça veut dire qu'il y a un territoire de communication là qui est encore pas beaucoup utilisé par les entreprises. Et quand on dit utiliser les réseaux sociaux, ça veut dire effectivement faire de la communication ciblée, ça veut dire avoir sa propre chaîne ou son propre compte pour diffuser de l'information RH, y compris sur TikTok, on le voit, il y en a de plus en plus, hein, ou ça peut être faire appel à des influenceurs ou des influenceuses. On exclut Nabila du spectre des influenceurs potentiels, d'accord ? C'était il y a longtemps, ça déjà. Certes. Mais voilà, et YouTube, oui, on considère que c'est un réseau social, parce que déjà, on peut y faire de la communication, de la publicité, et puis on peut s'abonner à des chaînes, on peut commenter les vidéos. Donc, oui, à ce titre-là, ça devient un réseau social dans cette définition de, on va dire, d'outils de communication RH. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont on peut utiliser ces réseaux sociaux. Et ça, Béatrice, vous qui les expérimentez aujourd'hui, vous avez différents éléments qui vous permettent de répondre à vos enjeux, notamment la géolocalisation des profils. Oui, parce que sans doute vous êtes concernés autour de la table, mais souvent les métiers de terrain, on peut avoir des horaires un peu décalés, du travail le week-end, voilà. Et donc les personnes en général que nous recrutons ont un critère de proximité géographique dans leur recherche dans leur recherche d'emploi. Donc là, ça nous permet vraiment d'aller les chercher, alors non seulement dans leur quotidien, parce que c'est tous les jours, ils vont sur les réseaux sociaux, donc on va les chercher dans leur quotidien, mais on va les chercher à côté de chez eux. Donc ça, c'est hyper important. Alors, j'ajoute que du coup, ça nous permet d'avoir, ces campagnes réseaux sociaux, elles permettent d'avoir du volume, en fait. C'est ça qui est intéressant, notamment quand vous avez une grosse campagne de recrutement, ça vous permet d'avoir du volume. Alors, qui dit volume dit bien entendu que certaines candidatures ne sont pas intéressantes. Je veux dire, ça, il ne faut pas le cacher non plus. Hein. Mais ça vous permet d'avoir du volume et du volume que, encore une fois, j'insiste, que vous n'auriez pas eu par les circuits traditionnels. Et du volume qui vous permet d'aller cibler vraiment par rapport à un secteur géographique donné. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs secteurs géographiques. Ça me paraît intéressant. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est qu'au cours d'une campagne CESA, vous pouvez aussi orienter en fonction du secteur géographique à l'instant T et puis changer de secteur géographique pendant la campagne. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que la campagne, elle va être entre guillemets à géométrie variable et on va le voir après. Au-delà du volume important, il y a toute une possibilité de pilotage de la campagne qui me paraît vraiment intéressant à développer. Il y a une agilité, une flexibilité sur les réseaux qui permet effectivement d'orienter et d'être très collé aux besoins. C'est vraiment un environnement qui est mouvant, qui s'adapte et dans lequel vous allez pouvoir à la fois modifier vos contenus pour être plus en phase avec vos audiences, en fonction des indicateurs que vous allez pouvoir remonter, gérer les questions de géolocalisation. Bref, au final, c'est vraiment un élément qui vous permet de coller à la réalité et d'être présent là où il faut auprès d'individus qui correspondent aujourd'hui à ce que vous recherchez. Et ce que je peux ajouter, Ben, c'est que de notre côté, chez Transdev, on fait du Facebook sponsorisé, géolocalisé. De notre côté, l'avantage de fonctionner avec CESA, c'est que déjà, on a l'expertise par rapport si vous voulez, au secteur géographique sur lesquels on recrute. Donc ça me paraît intéressant. Et on pilote la campagne. C'est-à-dire qu'on a des points toutes les semaines et ça nous permet de réorienter en fonction des résultats qu'on obtient. Ce que, en tout cas, moi, je n'ai pas quand je fais du Facebook sponsorisé très classique dans mon entreprise. Un point qui était effectivement la question du volume. La question du volume, elle va de pair aussi avec la qualité. Volume pour volume, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque sinon vous engendrez une conséquence assez négative, c'est que les recruteurs se retrouvent sous l'eau avec une tonne de candidatures à gérer et ne peuvent pas assurer un niveau de réponse suffisant pour satisfaire les candidats et satisfaire les besoins en recrutement. Bernard le disait en préambule, mais un candidat, après 6 mois, une entreprise après y avoir candidaté. Une statistique que nous avons mesurée en décembre 2023, c'est qu'un candidat qui n'a pas de réponse suite à sa candidature au bout d'une semaine, je parle de métier de terrain, ne considérera plus l'entreprise dans le futur. Donc aujourd'hui, il faut savoir
traiter ces candidatures. Et pour les traiter correctement, pour leur proposer une expérience qui soit optimale, il faut savoir sélectionner les candidatures. Et ça, c'est un point qui est primordial. Ici, il est extrêmement important de calibrer les déclarations correctement. D'autant plus que vous allez basculer dans un monde de la candidature sans CV. Je ne dis pas de recrutement sans CV, mais je dis de la candidature sans CV. Donc, vous avez besoin aujourd'hui d'être précis de votre façon de construire votre parcours de candidature pour faire émerger les potentiels, pour faire émerger les individus avec lesquels vous allez pouvoir avancer et pour favoriser le traitement de la part de vos recruteurs. Ça, Béatrice, c'est quelque chose que vous utilisez actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur l'importance de ces questions, l'importance de cette construction? Oui, alors nous, on est typiquement dans la cible recrutement sans CV, dans le sens où, dans les prérequis que nous recherchons chez les candidats, nous n'avons pas du tout de prérequis de diplôme, par exemple, ou à la limite même d'expérience professionnelle. On a plus des prérequis sur quel choix fait le candidat en termes de type de contrat de travail, temps partiel, temps complet. Est-ce que le candidat est prêt à retourner en formation parce qu'on offre une formation. Donc, en fait, c'est plus des prérequis assez, on va dire, objectifs et très pratico-pratiques. Et la plateforme va nous permettre d'avoir cette sélection-là. Vous voyez là à l'écran d'ailleurs le type de questions que nous on pose et ça nous permet donc de filtrer les candidats qui cliquent sur notre offre. Voilà. Et l'autre aspect aussi, et souvent dans les métiers de terrain, je pense que vous cherchez tous plutôt, c'est très à la mode ce terme, hein, des savoir-être, des savoir-faire techniques. Et donc nous faisons une présélection grâce aux questions et ensuite on va aller se concentrer plutôt sur les savoir-être des candidats que nous sélectionnons. Donc là, on rentre plus dans la méthode traditionnelle ensuite avec des entretiens, des informations collectives. Mais ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment cette présélection grâce à des questions. Si le candidat ne répond pas aux questions, nous n'avons pas sa candidature. Et on le verra après, il y a tout un pilotage sur la plateforme. En fonction du type de réponse aux questions, nous avons des candidats qui vont apparaître en prioritaire, d'autres en moins prioritaire. Donc il y a aussi ce tri des candidatures qui me paraît intéressant. Oui, alors si je peux ajouter quelque chose, en fait, c'est que la différence entre la méthode qu'on appelle traditionnelle depuis le début, c'est-à-dire les sites emploi, hein, pour faire simple, et les réseaux sociaux, c'est que vous êtes sur des candidats intentionnistes on n'arrive pas par hasard sur un site emploi. On est sur un site emploi parce qu'on cherche un emploi et on regarde les offres. Quand on est sollicité sur les réseaux sociaux, c'est totalement différent. On est en train de regarder la météo, des stories Insta de ses copains, et là, on se retrouve confronté à un message de recrutement. Et donc, le message est extrêmement important, Béatrice l'a signifié, c'est-à-dire qu'il faut avoir les questions qui vont faire la préqualification, mais il faut que le candidat s'intéresse d'abord à l'entreprise pour aller jusqu'aux questions. Et là, c'est extrêmement important d'avoir en tête l'obsession que les candidats ont, et les salariés aussi d'ailleurs, c'est leur employabilité. En gros, la question à laquelle vous devez répondre très rapidement quand vous interpellez un candidat potentiel, c'est qu'est-ce que vous allez lui apprendre qu'il ne peut pas apprendre ailleurs. En ce qui concerne Transdev, Béatrice l'a dit, Transdev offre la formation pour devenir chauffeur et conducteur transport en commun. C'est extrêmement important. Ça, en termes d'employabilité, ça a un impact considérable. Vous ajoutez à cela la proximité géographique que Béatrice a signifié, et là, vous avez déjà deux des principaux ingrédients qui vont attirer des candidats. Donc, il faut vraiment avoir en tête que le message va avoir une importance fondamentale pour vous permettre d'attirer les candidatures. Ce point-là, il est alimenté par une statistique intéressante, c'est que sur 6300 personnes interrogées des métiers de terrain, 96% déclaraient prêts à se former, pour prendre un nouveau job, pour améliorer ses conditions de travail. Donc effectivement, la question de l'apprentissage, de finalement qu'est-ce que je vais y gagner en tant que candidat, elle est primordiale. Et ça, c'est un point que vous pouvez faire émerger en construisant des parcours de candidature qui sont extrêmement clairs, extrêmement limpides. Sur les questions de traitement des candidatures, puisque aujourd'hui, Béatrice, vous affranchissez du CV, il est important justement de travailler sur la sélection des candidats. Et la sélection des candidats, aujourd'hui, elle se fait d'une façon relativement simple. C'est que, fonction des réponses que je vais apporter, fonction de la pertinence de ma candidature par rapport à la description de poste,
je vais pouvoir émettre un indice de compatibilité entre le candidat et le job. Et de là, y poser un label pour orienter le traitement de la candidature par le recruteur. Ce qui permet, in fine, pour l'équipe de Béatrice, de pouvoir prendre contact extrêmement rapidement avec de pouvoir se former ou de pouvoir prendre directement un poste chez Transdev. Deuxième point, c'est que sur les prises de contact, la mise en entretien, tout se fait dans un seul et même endroit, avec une technologie qui est là pour assister. Ouais, alors Ben, on vous entend. Moi, pour ma part, je vous entends mal. Est-ce que c'est le cas pour les autres ou pas? Je confirme. Oui. Ok. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Oui. Ok, super. Alors Béatrice, on a un tout petit bruit de fond de votre côté. Ah. Non, je n'ai pas de... Même que lundi au téléphone. Est-ce que Bernard Oui, je l'entends également? C'est l'avion qui est revenu. Ok. C'est vous la fermez. Bon, c'est-à-dire que sur ce point-là, Béatrice, aujourd'hui, vous avez une équipe de 3 personnes qui va traiter des candidatures qui sont assistées par ces technologies. Comment ça se passe pour vos équipes sur ce point-là? Alors, je peux donner un exemple. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a en fonction des réponses aux questions, on a des candidatures qui nous remontent prioritairement, qui sont identifiées sur la plateforme, puisque tout est traité sur une plateforme. Les recruteurs ont accès à cette plateforme-là. Par exemple, nous, il faut un permis de conduire spécifique pour conduire un bus. Un candidat qui va cliquer en disant « j'ai ce permis » va arriver en prioritaire. Donc, les recruteurs de mon équipe vont l'appeler prioritairement. C'est très simple. Donc ça, c'est un exemple. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tout est pilotable sur la plateforme. On peut appeler les candidats de la plateforme. Il n'y a pas de numéro à composer. On peut envoyer des SMS aux candidats directement via la plateforme, des mails. Donc, ce qui facilite finalement le travail au quotidien des recruteurs. Donc, alors, il ne faut pas occulter que d'un côté, ils vont avoir une grosse masse de candidatures qui va arriver, donc il faut les traiter, donc il faut s'organiser pour traiter ces candidatures-là. Donc, il ne faut pas imaginer que tout est géré par la plateforme sans moyens humains derrière. Il faut vous organiser pour, durant la campagne, avoir une équipe qui assure derrière les appels. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, cette équipe est largement aidée par la plateforme et par toute l'automatisation, présélection et puis surtout une plateforme très ergonomique qui permet des relances aussi des candidats et puis finalement tout un reporting par rapport aux candidats qu'on a appelés, qu'on n'a pas appelés, qu'on doit relancer et un certain nombre d'indicateurs, on va y revenir tout à l'heure, de pilotage de la campagne. Bernard, sur la place de la technologie vis-à-vis du RH, il y a souvent des questions sur ce que fait réellement l'IA, qu'est-ce que va engendrer l'IA pour la fonction. Qu'est-ce que tu observes, toi? J'observe qu'il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup de craintes et beaucoup d'incertitudes, et ce qui est un peu normal. Alors, il faut prendre le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Si on prend le verre à moitié plein, on constate qu'il y a des outils aujourd'hui qui vont permettre un gain de temps considérable. C'est ça, on utilise par exemple sur le parsing de CV, le matching, des réponses automatisables, un certain nombre de choses comme ça qui vont faire gagner un temps fou, un temps précieux aux recruteurs. Si on regarde le verre à moitié vide, on se dit mais à quel moment est-ce qu'on va laisser de la place vraiment aux humains? Plus on avance et chaque mois on a une nouveauté, une innovation qui tend à remplacer l'humain dans le parcours du candidat. Là, et forcément, ça engendre un certain nombre de craintes. Je pense qu'il faut surtout aller de l'avant et ne pas se laisser prendre de vitesse. Et donc, toujours être au fait de ce qui se passe. C'est compliqué parce que ça bouge tout le temps, mais l'intelligence artificielle, c'est une opportunité. Et de toute façon, en fait, il faut bien se dire qu'on n'a pas le choix. On va devoir y aller. Donc, autant prendre les choses aux mains, autant s'accaparer les outils qui en proposent,
Se méfier aussi des outils qui disent que c'est de l'IA quand il n'y en a pas, parce que ça reste finalement des algorithmes relativement simples. Mais en revanche, là où il y en a, c'est autant d'opportunités de gain de temps, de gain de productivité, de bien-être aussi collaborateur, de soulagement de charge mentale, parce que quand on se retrouve avec 120 candidatures, que ce soit sous forme de CV ou pas, à traiter en une journée, si on n'a pas un outil intelligent qui nous aide, on se retrouve vite noyé. Et si ça recommence le lendemain et qu'on a ça tous les jours, en fait, on ne s'en sort pas, tout simplement. Donc, il faut voir l'IA comme une opportunité de soulager notre charge mentale, de soulager notre charge de travail, tout en restant particulièrement méfiant, en tout cas attentif, à bien laisser les relations humaines et les relations interpersonnelles au moment le plus important, c'est-à-dire au moment où on va échanger avec le candidat. Et c'est ça la philosophie finalement, c'est de s'appuyer sur la technologie pour libérer du temps aux recruteurs de façon à ce qu'ils puissent le consacrer aux candidats, pour qu'il puisse y avoir cette discussion, pour qu'il puisse y avoir cet échange, pour comprendre ce que l'entreprise peut apporter au candidat et ce que le candidat peut apporter à l'entreprise. Et c'est ici que tout doit se passer. Et donc l'objectif, il est de limiter toutes ces tâches qui sont chronophages pour se concentrer sur cet élément-là et en quelque sorte recentrer vraiment la discussion, l'échange dans le cœur de la journée du recruteur. Donc, sur ce point, effectivement, la technologie, elle a vocation à augmenter, à accompagner, mais certainement pas à remplacer. Et donc ça, je crois que c'est important de le souligner. Concernant les moyens de communication avec les candidats, le taux d'ouverture d'un email en moyenne est de 5% lorsqu'il va y avoir une sollicitation dans le cadre d'un échange avec un candidat. Le candidat, lui, bien souvent, ne reçoit pas de réponse. Bon, ça, c'est un enjeu qui est très complexe puisque ça vient vraiment dégrader la marque employeur, ça vient créer une forme de recul par rapport à l'intérêt qu'on peut marquer pour une entreprise. Aujourd'hui, le message texte, le SMS, c'est le moyen pour pouvoir, et en particulier sur les métiers de terrain, pour pouvoir rentrer en contact avec les individus, pour leur transmettre de l'information, pour simplifier les échanges, pour être dans cette notion d'instantanéité qui va vraiment être important pour eux aujourd'hui. Ce point-là, c'est extrêmement important, encore une fois, en termes de questions d'usage. Béatrice le disait précédemment, mais aujourd'hui, les outils permettent d'automatiser toutes ces prises de communication avec les candidats, et y compris en cas de non-conversation. Le candidat ne décroche pas, il va recevoir un set de relance qui permet au candidat de recontacter le recruteur. Ça, Béatrice, vous l'utilisez aujourd'hui, vos équipes l'utilisent. Qu'est-ce que ça procure, en particulier pour vos équipes, dans leur travail au quotidien? Qu'en pensent-ils et comment ça les aide? Alors, nous, ce qu'on a constaté, c'est que donc c'est un outil supplémentaire dans nos campagnes de recrutement. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai une population de recruteurs qui est assez jeune et ça les a plutôt motivés, cette campagne, dans le sens où c'est nouveau. C'est des sujets qui les intéressent en plus, puisque ce sont des personnes qui sont assez jeunes. Et puis surtout, ça leur facilite le travail. Alors, forcément, ils ont beaucoup de candidatures à traiter. Donc ça, c'est l'inconvénient, c'est-à-dire que c'est assez intense. Néanmoins, le fait d'avoir cette plateforme qui leur facilite le travail, parce que on l'a pas dit, mais un candidat qui ne va pas répondre, on peut lui envoyer un SMS pour qu'il nous rappelle. Voilà, et puis il y a tout le suivi qui est intéressant. Donc moi, ce que j'ai constaté, c'est que on est donc dans un moment d'intense travail sur le recrutement, et cette campagne les a boostés finalement, parce que ça leur permet d'avoir des méthodes de travail un peu différentes et qui leur parlent, puisque forcément ils sont en permanence sur les réseaux sociaux et ils se sont appropriés l'outil très très vite. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est cette plateforme est quand même très ergonomique, parce que moi j'avais testé une ancienne version où il n'y avait pas la plateforme, et je trouve que cette plateforme c'est vraiment un plus au-delà du flux de candidature. Voilà, alors je vais réinsister peut-être à la fin, mais vraiment, si vous vous lancez dans une campagne CSA, organisez-vous, parce que il y a besoin d'être structuré et vraiment de le gérer en mode projet pour que ce soit efficace. Voilà.
Et sur ce point-là, Béatrice, effectivement, vous utilisez une version, et ce qui répond à une question qui a été posée dans le chat, mais vous utilisez une version aujourd'hui coup de poing de l'outil pour avoir un gros focus sur un besoin à l'instant T. Il y a aussi un monde où vous pouvez avoir des actions qui sont plus fluides, qui sont sur le long cours, de façon à avoir moins de flux au quotidien tout en répondant à vos besoins en fil rouge. Concernant le pilotage, c'était une question également. Piloter, c'est avoir l'assurance de comprendre où est-ce qu'on se dirige. Ici, c'est peut-être un lieu commun, mais ça nous semble extrêmement important de pouvoir le souligner. Mais aujourd'hui, vous allez avoir différents indicateurs, des indicateurs de vitesse de traitement sur la première prise de contact. Vous allez avoir un indicateur sur le délai avec le premier entretien, un indicateur sur le délai de mise en poste, sur le taux de traitement. Bref, tous ces éléments qui vont vous permettre de comprendre aujourd'hui ce qu'il se passe réellement dans votre pipeline de recrutement. Par ailleurs, vous avez des indicateurs sur les opérations sur les réseaux, vos taux de clics, vos taux d'exposition, ce qui permet de prendre des décisions, comme la disait Béatrice, en premier lieu, pour réallouer du budget fonction de ce que vous allez observer et fonction de vos besoins. Bernard, sur ce point-là, le pilotage, je dirais que c'est quelque chose de convenu, mais ça reste quand même un élément important, sinon on ne peut pas travailler correctement. Oui, alors après, c'est toujours compliqué. On veut piloter, on veut avoir des KPIs dans tous les sens. Et tout ça, ça reste de la théorie. La pratique, c'est la différence entre j'imagine un outil et puis les utilisateurs, quand ils le prennent en main, finalement, ils ne se servent que 10% de la fonctionnalité que j'ai développée parce que c'est la seule qui est intéressante. Donc, piloter une campagne, piloter des outils, piloter des KPIs, tout ça, en fait, il faut le faire de manière extrêmement pragmatique. Il faut que ça revienne du terrain. L'avantage qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, c'est que ce sont des outils que nous, on utilise tous les jours à titre privé, ou presque, d'accord? Donc, on est habitué à cela. Donc, si on se retrouve derrière avec une interface qui permet, en effet, d'avoir à la fois des KPIs et d'avoir à la fois une intuitivité dans l'usage que l'on va retrouver sur telle ou telle plateforme, en fait, on a entre guillemets tout gagné. Les méthodes traditionnelles, les job boards essayent de plus en plus de s'inspirer de cela, mais avec des freins technologiques qui sont extrêmement importants. C'est la différence entre les derniers arrivés sur un marché qui, sans parler sans dire qu'on est disruptif, on va juste s'accaparer des modes de fonctionnement qui ont fait leurs preuves sur d'autres outils. C'est tout l'usage du marketing RH, c'est pas autre chose que de prendre ce qui fonctionne dans le marketing, de l'adapter aux ressources humaines et de ne prendre que le meilleur. Absolument. Et raison pour laquelle mesurer permet de déterminer effectivement les points qui sont les plus intéressants et puis bien évidemment le ROI des actions qui sont menées. On va arriver sur les différents bénéfices de la méthode. Il y a de nombreuses questions, notamment pour Béatrice. En termes de bénéfices, aujourd'hui, vous en allez avoir plusieurs, mais on vous partage. Béatrice est actuellement en cours. Elle pilote son projet. Il y a des candidatures qui sont arrivées, des premiers recrutements. Il reste encore un petit peu de chemin, mais vous avez quelques éléments chiffrés pour vous donner un ordre d'idée sur des métiers de terrain, de ce que ça peut générer en termes de candidature et en termes de recrutement. Sur ce point-là, Béatrice, il y a une question pour vous, je la pose immédiatement. Mais une question de Marie Bouvatier qui demandait, voilà, les candidats recrutés sur les réseaux sociaux restent longtemps une fois recrutés. Avez-vous constaté à la fois un meilleur taux de recrutement, des profils plus qualitatifs, fiables par rapport aux méthodes classiques? Béatrice, je vous laisse la main. Alors, j'ai pas forcément constaté de profil plus qualitatif, mais ce que j'ai constaté, c'est plus de profils. Voilà. Et ça, c'est, en tout cas, pour nous, c'était hyper important parce qu'on tournait en rond sur les méthodes traditionnelles. Donc là, on va vraiment chercher des personnes que nous n'aurions pas du tout eues par des méthodes traditionnelles, c'est une évidence. Et en plus, moi, j'y vois un autre intérêt, c'est le développement finalement de la connaissance de la marque employeur. Puisque vous allez dans le quotidien des personnes qui sont sur leur fil Facebook et qui vont cliquer, ils peuvent en parler en fait dans leur famille, puisqu'on les atteint finalement dans leur vie privée, puisqu'ils sont en général chez eux ou en famille, entre amis. Donc ça aussi, on a constaté que ça pouvait développer la marque employeur et qu'on parlait de nous. Voilà, donc
pas forcément plus de qualité, je dirais, enfin c'est la qualité égale par rapport aux méthodes traditionnelles, mais des candidatures que nous n'aurions pas eues. Juste un point quand même ici sur la qualité, c'est que ce que ça nous a permis, c'est d'aller toucher ce qu'on disait tout à l'heure, des personnes qui sont en emploi. Donc moi, en l'occurrence, je recrute des conducteurs de bus et de cars qui ont un permis spécifique. Cette campagne me permet d'aller toucher des personnes qui ont ce permis et qui sont en poste et qui ne seraient jamais allées sur un job board traditionnel. Voilà. Donc là, la qualité, je vais la chercher sur ces personnes-là. C'est un profil particulier que je vais chercher et ces personnes-là, je vais les trouver grâce à cette campagne. Concernant des bénéfices supplémentaires, alors il y a effectivement la question du délai de prise de contact avec les candidats qui est nettement plus rapide, puisqu'il y a des processus qui sont automatisés, notamment pour des questions de refus. Et l'assurance d'avoir un temps de traitement réduit, c'est l'assurance de gagner du temps pour le recruteur et c'est l'assurance d'avoir une réponse plus rapidement pour le candidat. L'impact que nous mesurons en moyenne, c'est une réduction des délais de recrutement chez nos clients. La Berry, lors de notre dernier échange, expliquait qu'ils avaient des individus à placer du jour au lendemain et qu'ils étaient en mesure de le faire aujourd'hui en utilisant la méthode Seiza. Donc, sur ces questions-là, aujourd'hui, on sait, et vous le savez, que c'est primordial d'avancer rapidement pour pouvoir soutenir l'exploitation, pour pouvoir soutenir le métier, puisqu'ils sont sur le terrain, ils ont une pression importante et aujourd'hui, les accompagner est primordial pour le devenir de l'entreprise. Un dernier point, et je vois que nous commençons à manquer un tout petit peu de temps, mais je pense que c'est important de le souligner. Il y a une question aussi de prendre soin de ces équipes, de pouvoir leur proposer des outils aujourd'hui qui vont matcher avec leurs attentes et qui vont créer une dynamique. Ça, Béatrice, vous l'avez expérimenté, vous êtes en plein dedans. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'outil est très original, donc c'est intéressant, c'est hyper intéressant pour un recruteur de travailler avec cet outil-là. Il faut vraiment le gérer en mode projet. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, mais le fait d'avoir des points aussi, nous on fait un point toutes les semaines en interne, on a un point toutes les semaines avec Seiza. Donc ça permet de rebooster l'équipe à chaque fois, de refaire un point, de rediriger la campagne. Et j'insiste vraiment, si vous vous lancez dans une campagne Seiza, vraiment organisez-vous parce que ce flux de candidature, il faut le traiter. Alors oui, la plateforme est très ergonomique, sauf que le flux, il est là, il est réellement là. Et les candidats, il faut pouvoir les suivre, les inviter à des entretiens. Donc, certes, le fait de traiter rapidement les candidatures dans un premier temps, c'est important, mais il y a aussi tout le suivi derrière, pouvoir recevoir les gens, leur faire un retour. Donc, moi, j'utilise Seiza sur des campagnes un peu coup de poing, quand j'ai des gros volumes de recrutement, et en général, je renforce mon équipe pour pouvoir répondre à cet afflux de candidatures. Voilà. Puisque nous, on est sur un objectif de 800 candidatures par la plateforme Seiza en 2 mois. Donc, il faut être au rendez-vous et pouvoir les traiter. Eh bien, nous arrivons à la fin et il est venu le temps des questions. Pour conclure, peut-être, Bernard, voilà, si on doit revenir un petit peu sur notre échange aujourd'hui, si on doit prendre 1, 2 ou 3 éléments pour repartir avec, selon toi, de quoi s'agit-il? Alors, recruter, ça restera toujours compliqué. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ça va l'être pendant un certain nombre d'années, d'accord? Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que il n'y a pas à opposer les anciennes méthodes aux nouvelles. Tout ça se complète et c'est la difficulté en réalité aujourd'hui, c'est que le recrutement a toujours été stratégique, mais les RH n'ont jamais, ont rarement réussi à se faire entendre auprès de la direction. Je parle vraiment de la direction générale. Nous, on a 1600 clients chez Idoso, d'accord. Sincèrement, le nombre d'interlocuteurs RH, donc des RH qui sont au COMEX ou au COPIL, c'est
un très 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 faible pourcentage. Or, c'est important. Pourquoi? Parce que recruter va devenir de plus en plus compliqué. Fidéliser va devenir de plus en plus compliqué et ça va exiger de plus en plus d'investissement financier, d'investissement en hommes, en ressources. Et il va falloir de plus en plus que les RH parlent avec les services communication et marketing. Et on le voit bien, aujourd'hui, vos candidats, ils s'intéressent à vous de manière globale. Ils s'intéressent pas à vous seulement sur la partie discours recrutement marque employeur. Ils regardent la marque dans sa globalité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les réseaux sociaux de manière générale sont de plus en plus pertinents parce que votre marque, que vous soyez connu ou pas connu, c'est pas le sujet en fait. Votre marque va être scrutée par les candidats et ceux qui sont le plus habitués à utiliser les réseaux sociaux, c'est vrai, les plus jeunes, mais j'en connais des moins jeunes qui sont addicts, comme on dit, ils vont utiliser toujours la plateforme préférée, que ce soit Insta, TikTok, YouTube, peu importe, pour aller chercher de l'information. Le moteur de recherche d'Instagram, de YouTube, etc. sont extrêmement pertinents. En fait, essayez-les, vous allez voir, les résultats sont en fait bluffants. Et donc, moi, je suis sur Instagram, je vais utiliser le moteur de recherche pour trouver la météo du jour, la dernière sortie cinéma, et pourquoi pas aussi, des informations sur mon futur emploi. Et quand je vais capter l'attention de ces candidats non attentionnistes sur les réseaux, mon message doit être pertinent et je dois me préoccuper de ce que je veux faire passer comme message en tant qu'employeur, ce dont j'ai besoin, de quelles compétences j'ai besoin et qu'est-ce que je peux apporter à ces futurs collaborateurs pour travailler leur employabilité. Merci Bernard. Béatrice, quant à vous, s'il y a un ou deux éléments à bien garder en tête aujourd'hui pour fonctionner avec cette méthode. Oui, en quelques mots, moi je dirais, je réinsisterai sur le fait que il ne faut pas opposer les méthodes traditionnelles à la méthode qu'on expose là. Elles sont vraiment complémentaires. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve qu'elles sont vraiment complémentaires. Les activités de recrutement, elles nous prennent de plus en plus de temps. Donc là, l'idée, c'est vraiment de nous faciliter la vie et surtout, encore une fois, d'avoir un nombre de candidatures que nous n'aurions vraiment pas eu par les méthodes traditionnelles. Mais n'opposons pas les deux méthodes. Et après, bon, ce que disait Bernard est très juste. Enfin, moi, je vois de plus en plus, je travaille de plus en plus avec le service communication, le service marketing. Voilà. Et là, avec l'outil Seiza, on a finalement les deux paramètres. On a l'aspect recrutement, mais l'aspect aussi marketing, parce que il y a tout un travail amont dont on n'a pas parlé, où on prépare la campagne avec les équipes de Seiza sur quel visuel on va intégrer, quel message on va faire passer. Ben l'a plus ou moins dit tout à l'heure. Quelles questions on va poser. Donc cette phase d'amont est hyper importante pour la réussite de la campagne. Merci Béatrice, merci Bernard. Je vous propose de très rapidement prendre le temps pour répondre à quelques questions. Bernard, la première sera certainement pour toi. Une question qui demande, par rapport à la prise de contact par SMS ou le sourcing sur les réseaux perso des candidats, n'y a-t-il pas des problématiques au niveau de la vie privée? N'est-ce pas trop intrusif? Je serais tenté de dire non. Parce que si le candidat que vous avez sollicité, qui était à la base pas candidat, a donné ses coordonnées pour répondre au questionnaire, c'est qu'en fait, il attend de vous que vous lui répondiez sur le même mode. Donc, il n'y a pas la question de l'intrusivité, je ne suis pas sûr que le mot existe, pardon pour ce barbarisme, ne se pose pas dans ces conditions. Et on a de plus en plus, en fait, encore une fois, on le voit bien, vous avez, alors, pour les citer, vous avez un Hugo Décrypte qui était uniquement sur de l'information du média sur Instagram et YouTube, qui a lancé son site emploi. Donc, en fait, tout se mélange. Je parlais de porosité tout à l'heure. Vraiment, il faut avoir ça en tête. Et envoyer un SMS à un candidat pour lui demander s'il veut continuer à postuler, continuer le processus de recrutement, ça n'a rien d'intrusif. Vous lui proposez un emploi. J'ai vu une remarque tout à l'heure en disant on ne propose pas un pull, on propose une carrière. Bah oui, exactement. Donc moi, je suis le candidat potentiel. Je reçois un message qui me dit j'ai un emploi pour toi. Potentiellement, oui, je vais m'intéresser. Vous savez, aujourd'hui, on fait des campagnes de recrutement sur des groupes WhatsApp. Bon, bah, à la base, c'est pas fait pour, sauf que ça marche. Donc, et si un candidat vous dit, bah, écoutez, je ne veux pas, bah, il vous le dira, vous l'enlevez de votre liste, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Merci Bernard.
Une question sur comment fiabiliser les réponses aux questions de présélection. Les candidats comprennent assez rapidement les réponses attendues et parfois ne répondent pas juste pour passer. Sur ce point-là, c'est ce que disait Béatrice juste à l'instant. C'est dans la construction des questions, dans la construction des réponses qu'il faut travailler pour maximiser la fidélité avec la réalité. Pour autant, sur ce point-là, il serait faux de dire que 100% des candidats répondent juste. Certains jouent leur va-tout, mais qu'il s'agisse d'une méthode traditionnelle ou d'un réseau social. Oui. Sur ces éléments-là, ça reste marginal. Pardon Benjamin, je me permets, vous avez tous reçu, peut-être même vous-même, rédigé des CV qui enjolivaient la réalité. C'est pareil sur les réseaux. Et puis, alors, on parlait d'IA tout à l'heure. Attention, hein, OK, il y a des outils qui arrivent, qui sont déjà là et qui arrivent pour les recruteurs. Il ne faut pas se leurrer, hein, les candidats de l'intelligence artificielle, ils la regardent aussi, ils voient comment ils peuvent s'en servir pour leur permettre de postuler plus efficacement. Hein. Donc, ça marche dans les deux sens. Hein. Vous savez, aux États-Unis, il y a plusieurs sites. Vous le mettez $50, vous mettez votre CV pendant 1 an. L'outil automatiquement envoie votre CV à tous les formulaires de candidature de toutes les entreprises qui correspondent plus ou moins à votre profil. C'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie est utilisée par les recruteurs, mais il ne faut pas oublier qu'elle est utilisée par les candidats. Il y a un sujet autour de la lettre de motivation, hein, d'ailleurs. Et vous avez des candidats qui ne répondront jamais à votre appel sur la plateforme CESA. Enfin, je veux dire, faut pas. Il y a aussi des candidats qui vont cliquer, qui vont répondre et qui ne répondront jamais. Mais j'ai envie de vous dire, comme dans toutes les méthodes. Oui, bien sûr. Sur un job board, parfois vous l'appelez, il ne vous rappellera jamais. Bon, voilà, c'est la même chose sur la plateforme CESA. Une question qui était plutôt à propos de l'intégration et l'interfaçage des outils CESA avec l'écosystème, notamment les ATS. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de remplacer les ATS, mais bien de se positionner en amont des ATS. Et les outils sont parfaitement intégrés de façon à ce que les candidatures soient directement ensuite créées lorsqu'elles ont passé l'étape clé qui nécessite la création directement dans votre SIRH. Donc, voilà pour la réponse à cette question. Ensuite, une dernière. Alors, je regarde, puisqu'il y en a quand même plusieurs. Nous avons, sur quel secteur d'activité la solution a-t-elle été testée? La solution a été testée, alors en l'occurrence sur le transport de voyageurs, nous sommes en cours et nous avons eu d'autres opérations avec Transdev, mais aujourd'hui vous avez les métiers du retail. Nous travaillons avec Bernard pour un client commun, avec Leroy Merlin par exemple. Il va y avoir de l'industrie agroalimentaire. Voilà, j'étais il y a 2 semaines chez Sodebo qui aujourd'hui utilise ces outils-là pour venir vraiment mettre un coup d'accélérateur sur leur stratégie de recrutement. Leur promesse, c'est de recruter en moins d'1 semaine en CDI. Et les réseaux s'intègrent parfaitement bien, l'outil CESA également, dans cette logique-là. Donc aujourd'hui, tous les métiers de terrain sont en mesure d'être couverts par la solution CESA. Il y aura peut-être certaines exceptions. Effectivement, un scaphandrier à Ajaccio, ce ne sera peut-être pas notre point fort, mais on reste quand même sur quelque chose qui représente une partie infime. Donc aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sur lesquels il y a des métiers de terrain, nous sommes en mesure d'intervenir et vous retrouverez les informations, bien évidemment, au démarrage de la présentation. Il est 11h58, on a un petit peu débordé, mais vous êtes restés nombreux jusqu'à la fin et donc on vous en remercie. Bernard, Béatrice, merci à vous deux d'avoir partagé votre expérience. Merci pour l'invitation, merci à toutes et à tous. Et on vous envoie bien évidemment le contenu et le replay de façon à ce que vous puissiez continuer à travailler sur ces sujets-là avec vos collègues. Merci à tous et très bonne journée.